De la Libération à la scission CGT Force ouvrière. Réunis à Paris les 16 et 17 décembre 1944, le Conseil fédéral national de la métallurgie, CGT, met en place un secrétariat fédéral provisoire jusqu'au prochain congrès qui se tiendra en mars 1946 à Issy-les-Moulineaux. Ce secrétariat provisoire est composé de noms illustres. Ambroise Croizat, secrétaire général, futur ministre du Travail. Raymond Sémat, secrétaire à l'organisation et à la propagande. Louis Gatignon, secrétaire chargé de l'administration fédérale. André Hamon, secrétaire aux questions sociales. Alfred Coste, secrétaire responsable au comité d'organisation. Léon Chavalme, membre du secrétariat. La fédération, en février 1945, dépassera les 700 000 adhérents et va même approcher les 900 000 adhérents. Mais revenons à la section CGT des Forces de Montataire. Une réunion du bureau syndical du 3 janvier 1945 relate: à sa demande, Maréchal est remplacé par Bailey René comme secrétaire de la section. Une assemblée générale est prévue pour le 7 janvier 1945. Tous les candidats d'épée ont été élus. Le 12 février, le bureau syndical est renforcé des membres suivants: Hagman Pierre, Leclerc Charles, Couture Raymonde, Roussin Roger, Compiègne Maurice, Deham Marcel, Braque Lucien, de Maison Henri. L'amélioration de l'organisation du ravitaillement est posée. Le 20 février, Gourdin André devient secrétaire adjoint, Compiègne Maurice archiviste. Dans plusieurs réunions de la section CGT des Forces de Montataire, la question de l'organisation du ravitaillement occupe une place importante dans les têtes et dans les discussions. Le 6 octobre 1945, un nouveau bureau syndical est mis en place avec Bailey René comme secrétaire et Boursier Georges comme secrétaire adjoint. Émile Cauchois trésorier avec 3 trésoriers de secteur et 8 membres de bureau. Le ravitaillement pour l'usine est l'objet toujours de vives discussions. L'Assemblée générale du 17 novembre 1945. 25 syndiqués assistent à la réunion, ce qui est une nouveauté et qui montre la force et le nombre d'adhésions de la CGT au lendemain de la libération. La question reprend le dessus des débats, les revendications, le quotidien. Par exemple, les jeunes font des travaux durs, mais sont payés moins cher que les anciens. L'hygiène dans la sécurité, l'hygiène dans l'usine, cela ne va pas. Une prime de panier pour les travailleurs de nuit. Les douches sont toujours à revoir. Les bleus de travail aussi, la distribution doit être revue. Des primes pour les cisailleurs. Plus globalement, l'augmentation des salaires est posée. Du temps payé pour la visite médicale des anciens déportés et des prisonniers de guerre. 1945-1946, la bataille de la production rythme la vie des entreprises. Octobre 1945, l'Union des métaux, organe de la Fédération de la métallurgie, va mettre en avant numéro après numéro l'engagement de la classe ouvrière française et des métallurgistes dans l'effort de redressement de l'économie, en même temps qu'il valorise les initiatives individuelles des travailleurs à permettre d'améliorer les techniques de production et l'organisation, dénonçant les salariés qui ont mauvais esprit dans les ateliers. Cela, évidemment, crée des troubles dans ces ateliers, notamment aux forges de Montataire et dans son fonctionnement. Les militants manquent d'entrain. À partir du 21 mars 1945, les communistes sont ministres. Maurice Thorez, ministre d'État et de la fonction publique, Marcel Paul à la production industrielle,
Charles Tillon à l'armement, François Billoux à l'économie et Ambroise Croizat, ministre du Travail, et il était avant secrétaire général de la Fédération de la métallurgie. Il faut produire d'abord, revendiquer ensuite des propos avancés par des dirigeants communistes et des syndicalistes. Fin 1945, la Fédération des métaux va rectifier ce slogan et cette stratégie, et je cite ce qu'elle a déclaré à cette époque: production et revendication doivent constamment être situées sur le même plan. Ouf! C'est dans un tel contexte national que la section CGT des Forges de Montataire va se réorganiser. Les salaires étant bloqués, il est difficile alors pour la section de faire voter une augmentation des cotisations. Le congrès de l'Union des métallurgistes de Creil-Montataire sera programmé le 17 février 1946. Au bureau syndical du 2 février 1946, Germain fait remarquer que les ouvriers de l'usine sont très mal polis pendant le travail. À l'Assemblée générale du 9 février 1946, où 22 syndiqués sont présents, Boursier explique ce que seront les comités d'entreprise, leur mission, leur fonctionnement. Les CE, nouvelle création, est issue du Conseil national de la résistance avec laquelle a fait partie la CGT. Le CE s'occupera aussi, selon Boursier, des jardins ouvriers de l'usine, de la gestion de la coopérative, du comité d'entraide sociale et du comité sécurité. Au bureau d'octobre 1946, Germain annonce la constitution d'un syndicat départemental de la métallurgie de l'Oise. Germain demande que toutes les revendications soient clairement écrites et précises et regrette que les délégués n'ont pas assez de contact dans l'usine avec les salariés. Il propose une assemblée générale de sensibilisation sur ces questions le 24 novembre 1946. Le trésorier se félicite que les salariés sont syndiqués à 80% de l'effectif de l'usine et qu'il n'y a pas, aux Forges de Montataire, d'autres organisations syndicales. La liste des candidats délégués est arrêtée. 1947, seulement 3 PV de réunion seront transcrits dans le registre de la section CGT des Forges. Le 12 mai 1947 se tient une assemblée générale. Il est noté qu'une action a eu lieu à la cour le matin même. Ça risque de se développer. Gérard développe les résultats acquis par la CGT. Il s'attache à démontrer la nécessité des CE d'entreprise, des comités d'entreprise. La modernisation de la production est nécessaire aussi, selon lui, pour une renaissance française. Il faut une bonne organisation syndicale pour arriver à un résultat concret, mais surtout pour faire un travail collectif dans l'entreprise. Le secrétaire de l'Union des métaux donne alors des explications sur la grève de Renault en mai 1947, qui serait une grève de provocation contre la grande CGT, mais aussi contre la nationalisation, selon ses dires. Le bureau de la section est renforcé par 2 quatuors, Marius, Louis Caron, Dumont-Muriel, Hubbard et Piéfer. Une assemblée générale se tiendra le 24 novembre 1947 où Germain sera remplacé par Boursier, vraisemblablement jusqu'en septembre 1949, où le bureau sera recomposé et sera la traduction qui vient de la crise qui vient de traverser la CGT entre 1947 et 1949
avec la scission CGT Force ouvrière. Le bureau aura alors pour secrétaire René Bailey. Retour sur une scission annoncée. Au 31 décembre 1946, la Fédération de la métallurgie compte 960 000 adhérents, elle frôlera le million. La grève de Renault dure les 15 premiers jours de mai 1947. À l'Assemblée nationale, les communistes soutiennent la grève alors qu'ils sont au gouvernement. Rappelons, Ambroise Croizan est ministre du Travail. Le président du Conseil, le socialiste Paul Ramadier, renvoie les ministres communistes. La situation sociale se dégrade rapidement. On ne produit plus, on revendique. En novembre-décembre 1947, les luttes sont les plus dures. Durant cette escalade, les réformistes tendance force ouvrière de la CGT, regroupés autour de Léon Jouot, vont se démarquer de plus en plus de cette radicalisation des luttes. La lutte pour ou contre le plan Marshall ne va pas arranger les choses. Les communistes ont la majorité au comité confédéral de la CGT. Le 18 décembre 1947, c'est la scission CGT Force ouvrière. La CGT Force ouvrière tiendra son premier congrès en avril 1948. L'année 1948 et presque 1949, ce seront près de 20 mois de troubles dans la vie de la section CGT des Forges de Montataire, mais aussi dans l'UD-CGT de l'Oise et l'Union des métallurgistes de la région crioise. Ainsi, la CGT de l'Oise va voir ses effectifs fondre de 44 000 avant la scission à 15 000 fin 1949. Les équipes syndicales, les militants, les syndiqués sont déboussolés. Les effectifs se stabiliseront qu'à partir des années 50. Aux Forges de Montataire, une véritable reprise de l'activité syndicale et structurée se fera qu'en 1951, également avec l'arrivée de Robert Brinaert comme secrétaire de la section CGT des Forges de Montataire et d'Usinor Montataire. En 1947, la CGT de l'Oise traversera une crise interne et son emprise sur les masses s'avérera beaucoup moins efficiente qu'en 1945-1946. Henri Bruyère sera secrétaire général jusqu'en 1952. Il deviendra alors secrétaire de la Fédération du Parti communiste de l'Oise. Il sera remplacé par Francis Penn en avril 1952, qui restera secrétaire général de l'UD de l'Oise jusqu'en 1980 et que j'ai bien connu. Durant cette période et après, les liens avec le Parti communiste seront très forts dans l'Oise. Le passage d'Henri Bruyère de l'UD-CGT à la Fédération du Parti communiste de l'Oise en est la démonstration. Roland Bertrand, conseiller municipal de Montataire, secrétaire fédéral du Parti communiste à l'organisation, mais surtout secrétaire général de l'Union des métallurgistes de la région de Creil, sera exclu du Parti communiste pour titisme, soutien à Tito. Pas étonnant que nos métallos des Forges de Montataire soient déboussolés en attendant d'être normalisés. 1949, la section CGT des Forges est encadrée par Bruyère de l'Union départementale de l'Oise et Jules Daumur de la Fédération des métaux. À une réunion du 19 octobre 1949, le secrétaire de l'UD,
Bruyère insiste sur la nécessité de resserrer les forces et de s'unir au sein du syndicat CGT de l'usine pour pouvoir aboutir à la lutte qui est engagée dans l'entreprise. Le 25 novembre 1949, une grève est organisée, programmée. Le 7 décembre 1949, Daumur de la Fédé anime carrément la réunion du bureau syndical. Le 27 décembre 1949, un nouveau bureau syndical est mis en place aux Forges de Montataire. Il comprendra Cauchois, secrétaire, Baillet, secrétaire adjoint, et d'autres membres, toujours à peu près les mêmes, ça tourne. Les cahiers de revendication seront déposés à la direction. En janvier 1950, les nouveaux délégués sont élus. Il y a eu certainement une liste CGT Force ouvrière, mais le PV du 3 janvier 1950 n'en parle pas. Le cartel Usinor, c'est la réunion des syndicats CGT du Nord d'Usinor, que j'ai bien connu, et qui se tenait à Valenciennes ou à Denain. Usinor Montataire et la CGT d'Usinor en faisaient partie. Il demande aux syndicats, dont Montataire, d'organiser des mouvements sectoriels et de harcèlement sur les revendications. De février à mars 1950, les mouvements de harcèlement revendicatif vont s'amplifier dans l'entreprise, particulièrement à Montataire. Mars 1950, il y a du flottement dans le fonctionnement de la section syndicale. Comme dirait le secrétaire, il faut la réorganiser, créer un journal sidérurgiste qui deviendra, on le verra en 1951, le phare du sidérurgiste. Une commission pour rédiger le journal est constituée à cet effet. Le 14 septembre 1950, lors d'une assemblée générale, Hubert René devient secrétaire de la section en remplacement de Cauchois. Ça y va, les remplacements. Une délégation du syndicat participera à la conférence de Stockholm pour la paix. Lors d'une assemblée générale du 3 décembre 1950, FO et la CFTC des Forges de Montataire sont cités dans la signature d'un accord avec le groupement des industriels de Creil. Décembre 1950, novembre 1951, pas de PV. Novembre 1951, Robert Brinaert apparaît comme secrétaire de la section CGT d'Usinor. Elle va rentrer dans une phase de stabilisation et on le verra, puis de redéploiement.